Donc on est vraiment sur un système de représentation qui va nécessiter, un certain nombre d'opérations mentales qui vont permettre d'interpréter, le texte qu'on est en train de lire au regard des connaissances qui vont être stockées, dans notre système de mémoire et donc de pouvoir aussi opérer sur ces représentations dans le sens où, ma représentation, elle va évoluer en fonction, comme vous l'avez vu, des autres informations qu'on va me présenter. Et ça, c'est une des grandes sources de difficultés qu'on va retrouver chez les élèves, ça va être la capacité à pouvoir mettre à jour ces différentes informations pour arriver à garder une structure de texte qui va être cohérente. Donc ça aussi, c'est, chose qu'on va creuser un petit peu avec des exemples expérimentaux que je vais vous présenter, mais lorsqu'on exclut, les difficultés qui sont les difficultés de décodage purement et simplement, pour rentrer dans les difficultés qui sont associées à des difficultés vraiment de compréhension, on voit que c'est souvent cette efficience cognitive, cette capacité à s'appuyer sur, la mémoire de travail, en l'occurrence ici pour mettre à jour les informations, ou la capacité à inhiber les informations qui sont pas pertinentes, qui vont être, des vecteurs de difficultés qu'on va avoir chez les élèves en termes de compréhension. Donc pour vous illustrer ça un petit peu avec un modèle, alors il y a beaucoup de modèles de la compréhension, qui existent, hein, donc je vais pas vous abreuver ici de modèles. C'est un de ceux qu'on va utiliser le plus, dans la littérature scientifique. C'est le modèle de compréhension de Van Dyck et Kinch, pour lequel, vous voyez, on a différents niveaux de représentation, justement, qui vont nous permettre d'actualiser différents types de connaissances. Donc, ce modèle, hein, ici, vous voyez, vous avez le processus de compréhension qui est représenté sous un continuum. Et vous voyez qu'on a différentes bulles qui vont représenter différents niveaux de représentation. En fait, on a trois niveaux de représentation qui sont associés au modèle. On a donc un niveau qui va être le niveau de surface, qui est un niveau qui est un petit peu superficiel, dans le sens où on va mettre en mémoire les mots et les phrases du texte tels quels sans que le sens importe. En gros, si on présente un texte sur, la vie des abeilles et qu'on demande aux élèves: «Est-ce que tu as lu le mot ruche dans le texte? Est-ce que tu as lu le mot guêpe dans le texte? Est-ce que tu as lu le mot miel dans le texte?» et cetera et cetera. On n'est pas sur le sens des mots, on est simplement sur le fait: «Est-ce que tu te rappelles avoir lu ce mot ou pas?» Donc on va prendre des mots qui sont présents dans le texte, d'autres mots qui sont absents mais plausibles, pour voir si, du point de vue de ces caractéristiques de surface qui restent de la mémoire, hein, au final, ils sont en capacité de retrouver les informations. Donc ça, c'est un niveau qui est relativement superficiel et on va monter en complexité, lorsque l'on va s'intéresser, au niveau de base de texte. Donc là, on rentre dans les représentations qui sont les représentations, sémantiques, des informations proposées. Donc dedans, on va rentrer vraiment sur la compréhension de phrases du texte. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau propositionnel qui va se mettre en place, mais on n'a pas encore la vue d'ensemble de toutes les informations qui sont présentées dans le texte. Donc c'est-à-dire qu'on va évaluer ça, ce niveau-là, en posant des questions de compréhension qui font référence à des éléments qui sont mentionnés explicitement dans le texte qui est présenté. Et donc le troisième niveau, qui est le modèle de situation, on va considérer lui qu'il est détaché du texte dans le sens où, c'est lui qui va nous permettre de réorganiser la base de texte, donc ce réseau propositionnel qui était encore, pauvre, incohérent. C'est le modèle de situation qui va permettre de le mettre en place. Comment? Simplement en élaborant une représentation, donc qui nécessite l'intervention des connaissances, du lecteur pour réorganiser les éléments en fonction de ce qu'il a lu et de ce qu'il connaît déjà. Donc le modèle de situation, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans la construction d'une interprétation et donc on va pouvoir intégrer cette nouvelle connaissance aux connaissances qui étaient déjà stockées au sein de la mémoire à long terme. Donc vous voyez, on a 3 niveaux différents qui sont évalués pour nous de façon systématique lorsque on va s'intéresser à la mise en place de la compréhension chez les élèves. Dans certains protocoles expérimentaux que je vais vous montrer, on a toujours cette évaluation des éléments de surface, des éléments, d'analyse sémantique et de la capacité à générer des inférences,
qui vont nous permettre de voir si les élèves sont en capacité d'aller plus loin que le texte en mobilisant, vraiment leurs connaissances antérieures. Donc simplement pour aller un petit peu plus loin sur, ces éléments autour de la définition des difficultés de compréhension. Donc le modèle en est une illustration et puis je vais revenir sur, la façon dont il est illustré à travers les exemples expérimentaux. On ça nous amène aussi à considérer en fait les différents niveaux de lecteurs qui sont identifiés dans la littérature et on voit qu'on a souvent un équilibre, qui est considéré entre la capacité de déchiffrage, de décodage des informations et la capacité de compréhension. Donc ça c'est une classification qui avait été proposée, par ma collègue Maryse Bianco. Vous voyez ici donc un lecteur qui est faible en déchiffrage et faible en compréhension, c'est ce qu'on appelle un lecteur en difficulté. Faible en déchiffrage, mais qui a des bonnes capacités de compréhension, il est faible simplement sur la compréhension pardon, il est faible simplement sur le décodage, donc c'est ce qu'on considère, comme faible lecteur. Bon en identification et faible en compréhension, c'est un faible compreneur et ensuite on a les normaux lecteurs qui eux vont être bons, sur l'aspect déchiffrage et sur l'aspect compréhension. Donc on a ces différents, niveaux de représentation si vous voulez qui vont être examinés pour voir si les difficultés, se situent plus sur, le décodage, plus sur la compréhension ou si c'est un ensemble en fait qui va être présent des difficultés cumulées on va dire sur les différents aspects. Heu, donc au niveau du constat qui est fait concernant les difficultés de compréhension, heu, il y a beaucoup d'études qui ont porté sur, le lien entre difficultés de compréhension et difficultés de décodage, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est une question de ratio, d'équilibre du point de vue des ressources cognitives. Donc ça correspond aux vidéos que je vous montrais tout à l'heure. Heu, le fait que la quasi-totalité des ressources soient mobilisées sur le décodage fait qu'on n'a plus, peu ou plus de ressources qui sont disponibles pour la compréhension et donc on n'arrive plus à se rappeler les informations, qui sont présentées, au début. Avec quand même une nuance qui est importante et qu'on prend en considération dans les études qui sont réalisées, qui est le fait que, la relation entre vitesse de décodage et habileté de compréhension, elle n'est pas forcément linéaire. Ça, on avait pu le voir dans une étude déjà de la fin des années 70, l'étude de Fleischer et ses collaborateurs. En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient entraîné des élèves, à lire certains mots et ces mots, ils les avaient ensuite intégrés dans un texte et ils avaient comparé les performances de compréhension entre ces élèves qui avaient été entraînés à décoder certains mots du texte et d'autres élèves qui, eux, n'avaient pas été entraînés. Donc les résultats, ils ont montré que oui, ils ont été plus rapides pour mettre en place le décodage, mais par contre, ils n'avaient pas une meilleure compréhension du texte. Pourquoi? Parce que c'est différent de comprendre, d'identifier un mot de façon isolée, donc de travailler sur ce côté fluence, hein, c'est important de travailler la fluence, je vais pas revenir dessus. La lecture contextuelle est également extrêmement importante et lorsque le mot est présenté dans le contexte d'un texte, ça va permettre aussi d'orienter, l'intégration du sens. Donc c'est en sens où on n'a pas forcément une relation, linéaire entre vitesse de décodage et vitesse de compr et habileté de compréhension. Le fait d'automatiser le décodage permet de libérer davantage de ressources, mais ça suppose aussi que les élèves apprennent à mettre en place ces processus de compréhension et qui nécessitent des fois, on en parlera en fin de présentation, qui nécessitent des fois de mettre des apprentissages en place, des stratégies d'apprentissage explicites pour leur apprendre, par exemple, comment faire pour générer des inférences. Donc, tout ça pour dire que, on va s'intéresser à ces différents aspects de façon systématique. Donc, on va prendre en considération au maximum les différents profils d'élèves qui vont exister et donc mettre en place, des protocoles qui vont permettre d'évaluer d'une part, les capacités de décodage et d'autre part les capacités de compréhension, notamment, la capacité à utiliser le contexte de la phrase pour pouvoir inférer le sens d'un mot et ça je vous montrerai un exemple tout à l'heure.
c'est pas forcément, évident pour les élèves d'arriver à inférer le sens d'un mot nouveau sur la base, des informations contextuelles qui vont être présentes et souvent, c'est une difficulté qui va être associée plutôt à un problème de déficience de la mémoire de travail, qu'à une absence de connaissances, stockées au sein du système de mémoire à long terme. Donc, on a eu une série d'études qui ont été faites entre le début des années 90 et puis les années 2000, donc par Quin, Huil et O'Keel principalement, donc qui sont des chercheuses canadiennes et elles sont intéressées au lien entre difficultés de compréhension et difficultés de mémoire. Donc, l'hypothèse sous-jacente, c'était est-ce que, les problèmes de compréhension ne seraient pas simplement liés à une faible efficience au niveau de la mémoire? Donc elles ont travaillé sur, la mémoire à court terme et elles ont pas trouvé de différence entre, les mauvais compreneurs et les bons compreneurs de ce point de vue-là. Elles ont travaillé aussi sur la mémoire de phrases et de ce point de vue-là, il y avait pas non plus de différence entre les bons et les mauvais compreneurs. Par contre, là où elles ont mis en évidence des différences, c'est, lorsqu'elles ont commencé à s'intéresser, aux performances en termes de mémoire de travail. Donc ça veut dire que le problème, il se situe plus au niveau, du texte et de la façon dont les informations sont présentées au niveau du texte que, l'identification de mots en soi. C'est pas tellement l'identification qui pose problème pour ça, c'est surtout le fait d'arriver à réorganiser les informations en un tout cohérent. Donc ça a amené à mettre, le focus plus spécifiquement, sur la mémoire de travail en lien avec les habiletés de lecture et vous avez des travaux qui montrent que la capacité de mémoire de travail joue un rôle qui est extrêmement important dans, l'activation des connaissances antérieures dans le processus de compréhension. Et plus le texte va être compliqué, plus la mémoire de travail va être sollicitée. Donc ça nous amène aussi à considérer le degré de difficulté, des textes, qui vont être proposés à nos élèves. Puisque plus on va rentrer dans des textes qui vont, nécessiter une réorganisation, profonde pour pouvoir mobiliser correctement les connaissances et puis la charge qui va peser sur la mémoire de travail va être importante. Un exemple qui est assez, classique, c'est la différence qu'on va retrouver entre les textes narratifs et les textes explicatifs. Donc pour différencier les 2, mais je pense que vous êtes bien au fait de ce type de différence entre ces types de textes. Les textes narratifs, ils vont, générer une mise en relation, des éléments entre eux, qui va être plus efficace que ce qu'on va pouvoir retrouver dans un texte explicatif. Parce que dans un texte narratif, on a souvent une plus grande capacité à pouvoir prédire, les informations, à mettre en place, des relations causales que ce qu'on va pouvoir faire lors de la lecture d'un texte explicatif, d'un texte, scientifique. Donc je dis pas qu'il n'y a pas forcément de relation causale, hein, dans un texte, explicatif, mais simplement les informations sont plus dures à relier, les unes avec les autres parce que souvent le vocabulaire est, plus spécifique, plus complexe, les phrases sont potentiellement plus longues, donc on a une série d'éléments comme ça qui contribuent à rendre le texte plus difficile à intégrer. Donc on a une hiérarchie qui est moins importante dans la présentation des informations. Ici, vous avez une illustration de cette différence qu'on observe, hein, de façon assez systématique dans la littérature. Ça, c'est une étude que j'avais publiée avec, une de mes étudiantes de master 2 à l'INSPE. On avait justement comparé les textes explicatifs et narratifs avec, vous voyez, l'évaluation des 3 niveaux de représentation du modèle de Van Dyck et Kinch que je viens de vous présenter. Le niveau de surface, le niveau sémantique et le niveau inférentiel. Et on voit que d'une part, pour le texte narratif, on a toujours, même pour les questions de surface, une plus grande capacité à se rappeler des informations qui ont été lues, indépendamment du sens, une plus grande capacité à identifier le sens des mots et une plus grande capacité à pouvoir mettre en place les inférences. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, et ça c'est vraiment un résultat que vous allez retrouver de façon assez large dans la littérature, le fait que le texte explicatif soit moins précis dans sa hiérarchie, dans sa structure, amène à faire peser une charge plus importante sur la mémoire de travail.
Ce qui nous a amené à développer, certains travaux, justement en essayant d'optimiser la façon dont, on va construire notre représentation d'un texte explicatif. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que le fait d'introduire une structure hiérarchique pouvait faciliter, la compréhension, particulièrement pour les textes explicatifs. Et donc on a, un protocole qui a été mis en place. Alors vous voyez un petit peu l'exemple ici avec un texte sur les abeilles. Donc vous avez toujours une phrase d'introduction, une ou 2 phrases d'introduction en fonction du niveau. Vous avez ensuite un paragraphe, un premier paragraphe qui va être introduit, précédé d'un titre ou non, ça dépend des conditions expérimentales qui avaient été mises en place, mais lorsqu'on a un titre, on a pu, mettre en évidence que, ça permettait de renforcer, les effets qui étaient observés. Et donc on a une première phrase qui va être une phrase noyau. Par exemple: «La reine des abeilles peut vivre plusieurs années, elle est la mère de toute la colonie». Donc on introduit un concept à travers cette phrase noyau. Et ce concept, on va le développer dans 4 phrases. 2 phrases qui vont être des phrases de type, propriété état. La reine est la plus grande des abeilles. Les ouvrières nourrissent la reine avec de la gelée royale. Et 2 phrases de type action événement. La reine ne sort qu'une fois de la ruche pour se reproduire. Elle pond environ 2000 œufs par jour pour assurer la survie de la ruche. Donc on est sur un paragraphe qui est, vous voyez, concis, des phrases qui sont relativement courtes, factuelles. Et ensuite, le paragraphe qui va suivre va aborder, d'autres notions, donc un autre concept qui va être développé exactement de la même façon. Et on avait comparé ce type d'utilisation de structure aux évaluations, aux textes qui avaient été utilisés, lors des évaluations PISA de 2013, de mémoire. Et avec une comparaison sémantique du texte qu'on avait construit et du texte, qui avait été utilisé pour PISA, pour vérifier que, bah, les textes étaient similaires en termes de contenu qui était abordé. Et on avait pu voir que les performances étaient améliorées de façon significative lorsqu'on introduisait ce type de structuration hiérarchique. Donc ça veut dire que dans la mise en place du processus de compréhension, pour faciliter justement, l'extraction, des informations chez les élèves, on a peut-être intérêt à aller davantage vers ce type de structure. Les caractéristiques des textes, en soi, sont extrêmement importantes pour, mettre en place le processus de compréhension. On a publié, une autre étude récemment là en 2021, une étude qui avait porté sur plus de 1200 élèves du CE1 à la troisième, et où on s'était intéressé justement à la compréhension de textes explicatifs. Donc on avait construit justement sur, cette structure, hiérarchique, mais en plus de la structure hiérarchique que je viens de vous présenter, on avait pris en considération un certain nombre de critères. Hein, ce que vous voyez, ici, donc, la fréquence des mots, le temps de décision lexicale, donc on va retrouver dans des bases de données de type, sur lexique.org par exemple. Je ne sais pas si, vous avez déjà entendu par mes collègues, cette référence. C'est un site qui a été, développé par, Boris New et Christophe Pallier. Et dedans, vous allez retrouver un certain nombre de bases de données, qui sont issues de la recherche en psycholinguistique et qui vont, permettre, voilà, de mener un certain nombre de travaux comme ce qu'on a pu faire ici sur, la compréhension, sur, l'accès au sens de façon générale, les capacités perceptives, l'accès au lexique et cetera. Et donc voilà, on a pu, on a pu travailler sur un certain nombre de critères. Là, vous voyez, vous avez le critère longueur de mots en lettres, longueur de phrase, nombre de mots. Tous ces critères, en fait, qui sont là pour aussi, refléter la difficulté du texte qui va être présenté. Plus un texte va être long et plus ça va nécessiter d'intégrer un nombre important d'informations, forcément. Et vous voyez que pour les textes d'un même niveau, ici, donc ça c'était le niveau 1, c'était pour les élèves de CE1, CE2. Niveau 2, c'était pour les élèves de CM1, CM2. Niveau 3, quatrième, troisième. Niveau 3, pardon, sixième, cinquième. Et niveau 4, quatrième, troisième. Donc à chaque fois, vous voyez, on a des textes dont la longueur va légèrement varier. Plus on va monter dans les niveaux, plus on va monter en complexité, on va avoir des textes qui vont être de plus en plus longs. Et donc, on contrôlait un petit peu tous ces types de paramètres. On a évalué des formules de lisibilité aussi pour voir si, sur la base justement de ces critères en termes de fréquence, de longueur de mots, etc., on avait des formules
qui nous permettent de prédire efficacement les performances des élèves. Et on voit que sur les caractéristiques qui ont été examinées, euh, on a deux composants en fait qui ressortent. Vous voyez ici, vous avez les performances globales hein, sur le niveau de surface en bleu, le niveau sémantique en rouge et inférentiel en vert. Donc vous voyez que on a une progression sur les différents niveaux au niveau inférentiel. Il n'y a que pour le niveau de surface. On a une baisse, mais une baisse qui n'est pas significative, donc qu'on ne peut pas interpréter du point de vue statistique. Par contre, on voit que le niveau inférentiel, c'est vraiment le niveau qui est le plus difficile à intégrer pour les élèves, la capacité à générer les inférences hein, concrètement. Et on voit que cette capacité à générer les inférences, elle est prédite surtout par la longueur des mots. Plus les mots vont être longs, plus ça va être difficile de les intégrer et donc de pouvoir générer aussi des inférences. Ça veut dire qu'on a un lien ici entre caractéristiques des textes qui vont jouer sur la charge cognitive qui va être mobilisée lors du traitement des informations et donc capacité à pouvoir mettre en place des inférences. En gros, plus vous avez de mots dans le texte, plus ces mots vont être longs et plus ça va être compliqué de mettre en place une activité de mémorisation et surtout une activité de traitement, d'opération mentale qui va permettre de mettre en place les activités inférentielles. Donc, ça veut dire qu'en termes de ressources cognitives, on a vraiment un rôle essentiel qui est joué ici par la mémoire de travail. Pour vous illustrer ça donc de façon un petit peu différente, avec une autre étude là aussi assez récente de Schauer et ses collaborateurs, eux, ils ont travaillé sur la capacité de compréhension en lecture, toujours en fonction de l'efficience de la mémoire de travail. Donc, en gros, ils ont pris des participants, ici ce que vous avez en vert foncé, qui ont une faible capacité de mémoire de travail. Ils ont pris des participants qui, eux, ont été catégorisés via des tests d'Empan comme ayant plutôt une bonne mémoire de travail. Et ils ont proposé un texte qui était jugé plutôt facile et un texte qui était jugé plutôt difficile. Et ce que montrent les résultats, c'est que pour le texte facile, on n'a pas de différence entre les deux groupes. Ça veut dire que lorsque le texte est facile, la mémoire de travail étant moins sollicitée, moins mobilisée, on n'a pas de différence de performance qui va être observée ici. Par contre, lorsque le texte va augmenter en termes de difficulté, on a une charge plus importante qui va peser sur la mémoire de travail. Et donc, de ce point de vue-là, ceux qui ont une mémoire de travail qui va être plus déficitaire, moins efficiente, vont avoir plus de difficultés à mettre en place le processus de compréhension. Donc là aussi, on a vraiment une problématique qui est extrêmement importante à prendre en considération, qui est ce côté efficience de la mémoire de travail dans la mise en place des processus de compréhension. Donc il y a un côté hiérarchie des informations sur lesquelles on peut travailler, qui rejoint d'ailleurs hein, les travaux qui sont faits sur la compréhension de façon plus générale, la résolution de problèmes. Lorsqu'on rentre dans une présentation hiérarchisée des informations, des éléments, on a toujours une mémorisation et une capacité de traitement qui va être plus efficace, plus efficiente que lorsqu'on doit traiter les informations de façon un petit peu aléatoire. Donc c'est quand même relativement cohérent au regard de la mobilisation des fonctions cognitives. Euh, Autre chose que je voulais aussi mentionner par rapport à la charge cognitive et à la façon dont on pouvait aussi essayer de faciliter euh, la compréhension, c'est ce côté multimodalité. La multimodalité, c'est une question qui est un petit peu épineuse aussi dans la littérature, puisque si on a trop de modalités différentes, ça va conduire à une certaine surcharge du système cognitif. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, j'ai mon chat qui me saute dessus. Et donc, dans la multimodalité, on va avoir donc une possibilité de pouvoir mettre ensemble différents types d'informations, mais si ces informations sont trop variées, on va avoir une surcharge aussi qui va se produire. Dans l'étude qui avait été faite ici, vous avez donc une distinction qui est faite entre des élèves qui sont des élèves catégorisés comme étant dyslexiques et des élèves qui vont être des élèves normolecteurs.
Et donc ce qu'on leur demandait, c'était de lire le texte avec, à côté, une image qui correspond à la description qui est faite dans le texte, au final. Et ce qu'on voit chez les normolecteurs, c'est qu'on a, à travers les mouvements oculaires, une, utilisation de l'image qui va être faite en cohérence de ce qui va être lu. C'est-à-dire que l'image va vraiment servir d'appui à la mise en place de la compréhension. On le voit avec les allers-retours, donc qui correspondent en fait, le point qui est fixé sur l'image correspond aussi aux informations qui sont en train d'être lues. Alors que chez les dyslexiques, on n'a pas du tout, cet effet bénéfique qui va être retrouvé. Les lecteurs typiques font les allers-retours rapides entre l'image et le texte, mais pour les dyslexiques, vous voyez, c'est déjà aussi un petit peu plus, fouillé, on va dire. Le fait de se désengager, du texte pour aller regarder l'image, bah, ça va leur faire perdre encore davantage le fil de la lecture. Donc on n'a pas un effet bénéfique de ce type d'utilisation dans la compréhension. Majoritairement, les images sont bénéfiques pour arriver à comprendre le texte, mais dans certains cas, notamment les dyslexiques, ça va pas forcément être un atout, un apport, pour eux plus particulièrement. Une autre étude qui va un petit peu dans ce sens, donc sans prendre en considération, ici la problématique autour de la dyslexie, c'était vraiment, l'adéquation entre les images qui étaient présentées et le texte. Et ce que montre l'étude, hein, sans trop de surprise, c'est ce que lorsque vous avez une image qui va être vraiment cohérente avec le texte, vous allez avoir une performance de compréhension qui va augmenter et une capacité à générer des inférences qui va augmenter. Alors que quand l'image est trop générale par rapport au texte, voire carrément déconnectée, bah, au final, on va avoir des performances qui vont être beaucoup moins bonnes. Et plus les élèves vont monter en âge, plus vont être en capacité, de d'inhiber l'image, si jamais elle est pas pertinente par rapport au texte qu'ils sont en train de lire. Mais les enfants des premiers niveaux, alors c'est un peu le sens de la différence que vous voyez, ici. Les enfants les plus jeunes ont du mal à faire abstraction de l'image. L'image va être extrêmement porteuse de sens aussi et si elle est, non consistante avec le texte, ça va les mettre encore plus en difficulté. Ouais, l'utilisation des images, ça peut être un atout, dans, la mise en place du processus de compréhension, mais à condition qu'on ait cette adéquation entre le texte et l'image qui va être proposée. Donc, je vous propose maintenant de mettre davantage le focus sur, les différences qu'on observe entre les bons et les mauvais compreneurs. Parce qu'en fait, ce qui nous mobilise aussi, c'est justement cette variabilité dans les difficultés qui sont observées avec, ce point de convergence qu'on va retrouver au niveau de la mobilisation des compétences en termes de mémoire de travail. Quand on regarde les différences qui sont observées entre bons compreneurs et mauvais compreneurs, on a donc l'habileté à générer des inférences. On va retrouver, l'habileté aussi à générer à résoudre, pardon, les références anaphoriques, le fait de pouvoir utiliser le contexte situationnel pour inférer le sens d'un mot, intégrer l'information du texte, produire une structure de texte cohérente. Les élèves qui ont des mauvaises, performances en termes de compréhension sont aussi très souvent des élèves qui vont avoir des difficultés en termes de production. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de comorbidité ici qui va, impacter tant l'aspect, compréhension que production écrite. C'est-à-dire que du point de vue de la structuration causale, du texte qu'on va leur demander de produire, on va avoir des récits qui vont être pauvres, qui vont être incohérents, qui vont introduire un vocabulaire qui va être moins important que des élèves qui vont être normolecteurs. Et le dernier point de différence, c'est le côté aussi, évaluation de leur compréhension et ça, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup avec le versant, métacognition, hein, qui est de plus en plus, étudié, aujourd'hui. C'est la capacité, que je vais développer lorsque je suis en train, de mettre en place mon activité de lecture. Donc ma capacité à pouvoir superviser ma compréhension. J'ai un objectif de lecture qui a été défini, donc c'est lire un texte, pour répondre à un certain nombre de questions, par exemple. Et l'auto-évaluation de la compréhension suppose, d'arriver à estimer
où est-ce que j'en suis par rapport à l'activité que je suis en train de réaliser? Est-ce que je suis en capacité de répondre à la question sur le personnage? Si je suis pas en capacité d'y répondre, pourquoi? Quelles informations j'ai lues sur le personnage? Qu'est-ce qui pourrait me manquer? Donc ça implique des processus de supervision, de régulation qui vont permettre de rentrer dans cette évaluation de la compréhension. Et donc dans l'accompagnement, dans les démarches explicites qu'on va pouvoir utiliser avec les élèves pour leur permettre de monter en compétence sur, ces questions de compréhension, les démarches explicites permettent justement de travailler un peu cette, systématisation des stratégies que nous, on va utiliser en tant que lecteurs experts pour arriver à mettre en place le processus de compréhension, mais que eux ne vont pas faire de façon intuitive. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que dans les faits, les connaissances générales sont là. C'est-à-dire, c'est pas des élèves qui vont avoir nécessairement une lacune par rapport au vocabulaire en soi. Le niveau de vocabulaire peut être tout à fait, suffisant. On sait que les connaissances générales sont là, mais pourtant elles sont pas réactivées, au moment de l'activité de lecture. Donc là, on est sur une question aussi, bah, d'automatisation du lien, qui va pouvoir se faire entre, ce qu'ils sont en train de lire et ces connaissances qui sont déjà, stockées. Donc, je vous propose ici une expérimentation, donc de Quin, et O'Kiel qui date de 99. Donc vous avez ici un texte, donc un court texte qui était associé avec des différentes questions de compréhension, donc qui raconte l'histoire de Déby qui est sorti passer l'après-midi avec son ami Michel. Une fois arrivés à destination, ils se rendirent compte qu'ils avaient très soif. Michel sortit alors une boisson de son sac et ils la partagèrent. Le jus d'orange était très rafraîchissant. Déby se mit ensuite en maillot de bain, mais l'eau était trop froide pour y patauger, donc ils décidèrent de faire des châteaux de sable. Ils jouèrent tout l'après-midi et ne remarquèrent pas qu'il commençait à se faire tard. Déby regarda la pendule qui était fixée sur le pilier le plus proche. Si elle était en retard pour le dîner, ses parents seraient en colère. Ils rassemblèrent alors rapidement leurs affaires. Déby se changea et enveloppa son maillot de bain dans sa serviette. Elle les rangea dans son sac à dos, puis ils se mirent en route pour la maison, pédalant le plus vite qu'ils le pouvaient. Debbie était très fatiguée lorsqu'elle arriva chez elle, mais elle y arriva juste à l'heure pour le dîner. Donc, petit texte narratif, assez court, et vous allez voir 3 niveaux, de questions différentes par rapport notamment aux inférences que les élèves étaient en capacité de générer. Donc l'idée, c'était de voir, heu, les différences de performance lorsque les élèves devaient gérer des informations qui étaient mentionnées explicitement dans le texte. Par exemple, avec qui débit a-t-elle passé l'après-midi? Bah, c'est mentionné explicitement si je reviens juste là, bah, c'est avec son ami Michel, je l'ai dès la première phrase. Où est accrochée la pendule? La pendule, on va la retrouver un petit peu plus loin, dans le texte, mais Déby regarda la pendule qui était fixée sur le pilier le plus proche, donc elle était sur le pilier. Ça, c'est des informations qui sont écrites telles quelles dans le texte. Le deuxième niveau, de questions, c'était des inférences qui permettaient de connecter les phrases du texte entre elles. Par exemple: «Où Michel a-t-il pris le jus d'orange?» Si je reviens sur mon texte, Michel sortit alors une boisson de son sac et ils la partagèrent. Le jus d'orange était très rafraîchissant. D'accord? Donc il faut faire l'inférence que la boisson, c'est le jus d'orange. OK? Donc on a les informations qui nécessitent de recouper les 2 types de phrases. Même chose avec la question: «Où est-ce que Déby a rangé sa serviette?» Lorsqu'elle rassembla ses affaires, donc Déby changea et enveloppa son maillot de bain dans sa serviette, elle les rangea dans son sac à dos. Et donc là, on est sur des connexions entre 2 phrases différentes. Et le troisième niveau d'inférence qui était examiné, c'était vraiment sur les connaissances. Où Déby et Michel ont-ils passé l'après-midi? Ben, on nous dit qu'ils étaient en maillot de bain, on nous dit qu'ils ont fait des châteaux de sable, on nous dit que l'eau était trop froide pour qu'ils puissent y patauger. Donc l'inférence, c'est qu'ils étaient très probablement à la plage. Et les élèves, ils ont souvent en principe, les connaissances pour savoir, ce que c'est que la plage. Même chose pour la dernière question: quels moyens de transport Déby et Michel ont-ils utilisés, pour rentrer à la maison? On nous dit qu'ils ont pédalé le plus vite qu'ils le pouvaient. Et donc en principe, le moyen de locomotion qui a été utilisé, c'est le vélo. Donc maintenant, si on regarde les performances, au niveau des informations qui sont explicitement mentionnées dans le texte. Alors, j'ai pas fait de petites, j'aurais dû faire ici des petites croix pour indiquer ce qui est significatif et ce qui l'est pas. Les informations qui sont présentes,
de façon, littérale dans le texte, de façon explicite, il n'y a pas de différence significative. On voit que descriptivement, les élèves qui sont catégorisés comme bons compreneurs ont des meilleures performances que les mauvais compreneurs, que les faibles compreneurs, pardon, mais cette différence ne ressort pas du point de vue statistique. En tout cas, c'est ce qui ressortait dans l'étude. Par contre, là où on voit des différences significatives qui émergent, c'est lorsqu'ils doivent connecter 2 phrases du texte entre elles et lorsqu'ils doivent faire une inférence plus large sur des éléments qui ne sont pas du tout présentés au sein du texte. Donc ça veut dire que dès lors qu'ils doivent faire une inférence pour arriver à répondre, c'est là où ils vont être en difficulté. Dès lors qu'ils vont devoir mobiliser de façon efficace leurs connaissances antérieures pour arriver à, répondre concrètement à la question qui leur est posée. Et donc les différences qu'on observe dans cette étude, elles sont pas basées sur, une mémoire pauvre du texte ou, sur l'absence des connaissances générales nécessaires. D'ailleurs, dans l'étude, lorsqu'elles ont fait remarquer, leurs erreurs aux participants, ils arrivaient à produire une réponse qui était correcte. Donc ça veut dire que le la génération d'inférences, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas automatisée. Donc ils sont moins efficaces pour relier leurs connaissances stockées au sein du système de mémoire, pour arriver à combler les détails qui sont, manquants dans le texte qui sont proposés. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, ils ont besoin d'avoir là aussi un accompagnement sur, bah, comment je fais pour générer une inférence, comment je fais pour activer, mes connaissances de façon automatisée. Là aussi, l'objectif est de pouvoir leur donner leur mettre à disposition un répertoire de stratégies qui leur permettent de compenser les difficultés. Et là, on est dans un cadre où c'est indépendant des difficultés de décodage. Il n'y a pas de difficulté de décodage, il y a un vocabulaire qui est là, mais ça reste une difficulté à pouvoir euh, utiliser efficacement les connaissances. Euh, Autre type d'illustration avec une autre expérimentation, c'est la capacité que les élèves qui ont des difficultés de compréhension vont avoir à inférer le sens des mots nouveaux. Donc là, c'était une étude où on leur proposait un texte, donc un texte qu'on leur demandait de lire à voix haute, en leur indiquant que la personne qui avait écrit le texte, à un moment donné, elle s'était un peu trompée. Elle avait utilisé un drôle de mot, et moi j'aimerais bien que tu me dises, à ton avis, bah, ce drôle de mot, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Donc le drôle de mot en question, vous l'avez ici, c'est un gromp. Alors un gromp, en principe, si vous allez rechercher dans votre lexique mental, ça devrait pas évoquer grand-chose. C'est ce qu'on appelle un pseudomot, c'est-à-dire une suite de lettres qui est prononçable, mais qui ne va pas avoir de signification. Et donc, on leur propose, de dire à leur avis, ce que veut dire ce pseudomot, une première fois juste après l'avoir lu et une deuxième fois lorsqu'ils ont eu des informations contextuelles qui permettent de mieux cibler, le sens de ce mot. Donc ça se présentait un peu de cette façon-là. Vous avez, une introduction avec, l'histoire de Bill qui fait toujours attention lorsqu'il fait du vélo. Mais l'autre jour, il est tombé, il a regardé autour de lui et il s'est aperçu que le problème venait d'un groupe. Et donc à partir de là, on leur demande déjà: «Pour toi, un groupe, qu'est-ce que ça veut dire?» Ensuite, il y avait 2 cas de figure. Soit il continuait directement avec les informations contextuelles, donc avec Bill qui a téléphoné à la mairie pour se plaindre et ils ont envoyé un ouvrier pour réparer la route. Soit l'introduction d'un certain nombre de phrases de remplissage qui ont rien à voir avec la compréhension du mot en soi, qui sont simplement là pour mobiliser des ressources cognitives et voir si le lecteur est en capacité de pouvoir inhiber ces phrases qui contextuellement n'ont pas d'importance pour arriver à se centrer sur l'identification du sens du mot qui est important au regard de la consigne qui était donnée. Et donc, dans les résultats qui ont été, obtenus, vous voyez que ici, donc vous avez toujours en bleu les bons compreneurs et en orange les mauvais compreneurs. Ici, vous avez les réponses qui sont données avant le contexte et les réponses qui sont données après le contexte. Donc vous voyez qu'on a une différence, entre les 2, ce qui est tout à fait normal, puisque le contexte va permettre pour les 2 groupes de mieux cibler, le sens du mot. Mais ce qui ressort surtout, c'est que
après contexte, on voit que les élèves les lecteurs mauvais compreneurs sont très sensibles, plus sensibles, que les bons compreneurs à tout ce qui est associé au remplissage. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des difficultés à pouvoir mettre de côté les informations qui ne sont pas importantes du point de vue contextuel pour se centrer sur les informations qui, elles, vont être les plus importantes. Donc ça veut dire que dans la compréhension et dans la mobilisation de ces compétences, on a aussi bien sûr la mémoire de travail qui va permettre de faire le lien. Et ça veut dire que la mémoire de travail, chez eux, elle va saturer parce qu'ils vont la faire tourner à plein régime sur l'ensemble des éléments qui sont portés par le texte. Au lieu de cibler les informations qu'ils vont pouvoir maintenir pour rétablir la cohérence et traiter la consigne qui leur est donnée, ils ne sont pas en capacité de mettre en place le filtre nécessaire pour inhiber les informations qui contextuellement ne sont pas importantes. Et donc là, on rentre sur la considération plus large de la mobilisation des fonctions exécutives dans les apprentissages de façon large et en l'occurrence ici dans la mise en place du processus de compréhension. Et un autre exemple, que je voulais vous donner par rapport à ces difficultés qui sont observées, c'est, la capacité qu'ils ont vraiment à discriminer les informations importantes. Lorsqu'on est en train de lire un texte, ça rejoint aussi, ce que je vous montrais, tout à l'heure, heu, notre système cognitif, c'est pas une caméra enregistreuse. Donc lorsqu'on est en train de lire, on va au fur et à mesure activer un certain nombre de représentations avec ce qu'on lit, mais on va faire du lien entre les éléments. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va mettre de côté, de sorte à pouvoir garder un fonctionnement de la mémoire de travail qui ne va pas nous mettre en situation de saturation. Parce qu'en situation de saturation, on va forcément avoir un problème de traitement qui va être associé, puisqu'on ne va pas pouvoir maintenir suffisamment longtemps les informations qui nous sont présentées. Donc là, l'objectif de l'étude, c'était de proposer là le texte que vous avez, sous les yeux, donc avec l'histoire de Luc qui était en classe, qui écoutait pas et qui s'est endormi sur sa table et ça a fait, beaucoup de bruit et il s'est fait gronder par la maîtresse et ses camarades se sont moqués de lui. Et en fait, ils ont demandé dans l'étude à des lecteurs adultes experts, à des élèves bons compreneurs et à des élèves mauvais compreneurs de surligner les informations qui, selon eux, étaient les plus importantes pour pouvoir arriver à comprendre, le texte. Donc vraiment cibler les informations dont on a besoin. Donc pour les adultes experts, ça donnait ça. Un petit garçon qui s'appelait Luc, en pleine leçon de mathématiques, Luc n'écoutait pas. Les yeux de Luc se fermaient, il finit par s'endormir, sa tête tomba, la maîtresse gronda Luc. Ça, c'est ce qui, en moyenne, a été surligné par les adultes experts. Chez les élèves, maintenant, qui sont bons compreneurs, on voit qu'on a davantage d'informations qui sont surlignées, mais on a à peu près la moitié des informations qui sont mises de côté. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont la capacité à pouvoir quand même segmenter un certain nombre d'informations. Si on regarde maintenant les élèves qui sont mauvais compreneurs, là vous voyez qu'on a quasiment tout qui va être en rouge. Ça veut dire que d'une part, il y a une difficulté à pouvoir discriminer les informations importantes de celles qui ne sont pas importantes. Et là, on rentre dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on a une capacité de mémoire de travail qui déjà est potentiellement moindre, mais en plus, on va mettre en place des traitements qui vont être beaucoup plus lourds pour cette composante qui est déjà déficitaire. Donc, parce que là, concrètement, la situation dans laquelle ils se mettent, c'est que ils vont traiter toutes les informations, à de rares exceptions près, au même niveau d'importance. Donc, ça veut dire que ces informations vont vouloir être maintenues au niveau du système de mémoire de travail, et à partir de là, ils vont plus être en capacité de pouvoir de pouvoir réaliser, pardon, les opérations nécessaires pour que la compréhension puisse se mettre en place. Ah donc on est vraiment sur, voilà, une sorte de cercle un petit peu vicieux par rapport aux capacités qu'ils vont avoir, aux traitements qu'ils vont effectuer et donc qui rendent nécessaire aussi, heu, un accompagnement parfois plus explicite pour arriver à compenser, les difficultés qui sont observées.
En fait, si je veux reprendre un petit peu ce que je vous ai présenté depuis le début, ça veut dire que dans la compréhension, on va retrouver un petit peu tous ces éléments, qui vont être impliqués et qui vont, nécessiter de faire des fois un travail un petit peu plus, spécifique, pour permettre une progression dans les activités de compréhension en lecture. Donc on va retrouver l'identification du mot qu'on a évoqué tout à l'heure, mais on a aussi tout ce qui va être associé aux connaissances, donc avec le vocabulaire, avec les connaissances morphologiques, syntaxiques, les connaissances sur la structure des textes aussi que j'évoquais tout à l'heure. On a la capacité à traiter, le discours continu, la cohérence, établir la cohérence locale et globale d'un texte, la capacité à générer des inférences et la capacité à pouvoir s'auto-évaluer, s'auto-réguler lorsqu'on est en train de pouvoir, lorsqu'on est en train, pardon, de lire un texte. Et enfin, tout ce qui va être associé à l'efficience cognitive, l'attention dont on parlait tout à l'heure, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, les capacités de raisonnement qui vont permettre progressivement de structurer la compréhension. Donc ça veut dire qu'au-delà, de la maîtrise du langage oral, de l'apprentissage du vocabulaire, l'apprentissage du décodage, on a parfois, heu, un travail nécessaire à faire sur, les fonctions cognitives, notamment les fonctions exécutives, pour essayer de permettre une meilleure, progression dans le traitement des informations, d'un texte notamment et dans la capacité à relier de façon automatisée les informations qui sont importantes. Donc, juste quelques mots, alors j'avoue que je sais plus trop, où est-ce que j'en suis au niveau du timing. J'espère que j'aurais pas dépassé le temps qui m'était imparti. Donc juste deux petites choses en conclusion par rapport à au travail qu'on essaye de mettre en place par rapport aux difficultés qui sont rencontrées chez les élèves. Donc il y a d'une part tout ce qui va être associé à ce qu'on appelle la RAI, la réponse à l'intervention. Le constat qui est fait, c'est que, lorsqu'on a des difficultés qui sont avérées chez les élèves, c'est souvent un petit peu tard pour arriver à répondre aux difficultés qu'ils rencontrent. Heu On se retrouve avec des différences, quand on regarde, déjà les élèves en CM2, on a parfois des retards de 3 4 ans, au sein d'une même classe, ce qui illustre la l'hétérogénéité avec laquelle les enseignants doivent composer et ce qui montre qu'il y a des élèves qui depuis, le début de la scolarité ont accumulé un certain nombre de difficultés sur lesquelles, bah, il commence à être difficile de pouvoir vraiment, faire un travail d'accompagnement, et de remédiation, qui soit efficace au sein de la classe. Donc l'idée aussi, c'est que dans la réponse à l'intervention, c'est, le plus possible de pouvoir mettre en place des choses, qui se font réellement au sein de la classe. C'est-à-dire qu'on va, on va partir d'un principe qui ne présuppose pas de troubles, de pathologies, qui vont être, avérées, chez les élèves. On va simplement constater les difficultés à notre niveau d'enseignant, sur, le décodage ou sur la compréhension ou sur les éléments cumulés et on va mettre en place un enseignement, enfin normalement, classique, qui va permettre aux élèves de rentrer dans une progression. Ça, c'est le premier palier, c'est ce qu'on appelle l'enseignement universel, c'est-à-dire que en se basant aussi sur ce principe des évaluations nationales qui ont été mises en place, ça nous permet de mieux cibler, les difficultés qui sont rencontrées pour pouvoir, proposer aux élèves des activités qui sont vraiment, vraiment adaptées. Donc, par exemple, le deuxième palier va consister à mettre en place, des activités renforcées, plus intensives sur les difficultés qu'il va rencontrer. C'est-à-dire qu'on va identifier les élèves qui ont les mêmes types de difficultés, on va les faire travailler en groupe, donc soit sur le temps de la classe, soit sur des temps, d'APC, pour leur permettre de travailler plus systématiquement sur les difficultés qui sont rencontrées. Déjà, juste de faire ce travail-là, ce renforcement, plus explicite, plus systématique, ça permet de compenser les difficultés chez une grande partie des élèves. Donc ça veut dire qu'un élève qu'on aurait pensé, comme étant dyslexique, par exemple, il peut arriver à compenser simplement sur ce travail-là. Il y en a d'autres pour qui on va avoir, heu, une persistance dans les difficultés qui sont, rencontrées ou alors un progrès qui est des progrès qui vont être trop,
trop limité par rapport à ce qui est attendu. Et à partir de là, on va rentrer sur des interventions qui sont plus individualisées et qui vont être basées sur des évaluations du profil cognitif. Donc, on va essayer d'apporter plus de la même chose sur des modalités différentes avec des enseignants spécialisés, pardon. Et là encore, on n'est pas forcément sur le fait, sur la nécessité d'avoir un diagnostic et qui soit posé, hein. C'est vraiment sur les interventions qu'on peut proposer déjà heu, au sein de la classe. Et donc pour conclure par rapport à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et puis on va pouvoir ouvrir de façon plus large l'espace de discussion. Heu, donc par rapport à l'apprentissage de la lecture, on a un certain nombre de prérequis, qui sont indispensables pour que la compréhension puisse se mettre en place aussi de façon, efficace. Donc tout ce qui va, graviter autour de la conscience phonologique et la maîtrise du langage oral. L'apprentissage du code qui va constituer un mécanisme d'auto-apprentissage, donc il faut enseigner de façon structurée, explicite et intense, hein. Je reviens sur les éléments que j'ai mentionnés pour la RAI et donc la réponse à l'intervention et donc avoir un temps, d'engagement dans les activités d'encodage et de décodage qui soit important, tout en diversifiant et multipliant les activités de lecture, parce que c'est toute cette diversité des opportunités de lecture, des différentes typologies de textes, qui va permettre de développer un répertoire de stratégies qui va être le plus important. Donc, dans la compréhension écrite, on va retrouver ces deux composantes hein, que j'évoquais, qui sont euh, la reconnaissance visuelle de mots et la compréhension orale. Et c'est donc ces deux activités on va devoir cibler de façon prioritaire, ces 2 composantes pardon, qu'on va devoir cibler de façon prioritaire dans les activités qui sont, proposées et qui vont supposer de mettre en place des démarches d'accompagnement explicites pour permettre à l'élève de progresser. Ici, je vous ai mis, une petite synthèse, alors là, qui vient tout juste d'arriver. Pour tout vous dire, j'ai reçu la revue, hier. Vous avez dans l'ANAE, donc je ne sais pas si c'est une revue que vous connaissez, c'est la revue sur, l'approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant. Le numéro du mois de mars 2023, il est consacré à l'apprentissage de la lecture à l'école primaire. Donc vous avez, un dossier complet, qui est très intéressant à lire avec, notamment des articles de Maryse Bianco, d'Hélène Delage et Johannes Ziegler. Liane Sprague-Charol aussi, qui voilà, font un petit peu un tour d'horizon de ces problématiques autour de la lecture, son acquisition et les questions aussi de compréhension. Et donc le tableau que je vous ai mis ici en synthèse euh, est un tableau qui est présenté justement dans l'article de Maryse Bianco sur lequel je trouve intéressant de revenir ici aussi. Euh, donc pour améliorer la lecture, notamment chez les élèves de 7 à 11 ans, développer les capacités langagières pour soutenir la lecture et l'écriture, notamment en développant le vocabulaire par un enseignement explicite, avec le terme d'enseignement explicite, il revient de façon très large, favorisant des activités collaboratives pour permettre le partage des raisonnements à travers la lecture à haute voix suivie d'un questionnement structuré en instaurant des dialogues de haute qualité, aidant les élèves à développer leurs pensées et leurs expressions langagières. Degré de confiance important par rapport aux études qui ont été mises en place. Développer la lecture fluide en contexte par un enseignement guidé, de la lecture orale modélisée par l'enseignant et des lectures répétées, avec un degré de confiance qui est modéré parce qu'on a des études qui nécessitent d'être là aussi confortées pour pouvoir avoir un degré de confiance qui va être plus important. Et ensuite, une question qui est centrale autour des stratégies de compréhension par le modelage et la pratique guidée, notamment les stratégies de prédiction, donc fondées sur le contenu et le contexte. Donc on rentre là aussi dans la génération des inférences, le questionnement, la clarification, le résumé et l'activation des connaissances. Donc vous voyez qu'on est autant sur le besoin de développer les, les capacités intrinsèques des élèves, donc en termes de stratégie de décodage, en termes d'automatisation d'un certain nombre de processus, mais aussi voilà, avoir à disposition un répertoire de stratégies qui leur permettent de rentrer de façon efficace dans les activités de compréhension lecture. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma présentation. J'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai pas débordé, Adeline.
et Pas qu'on du puisse tout. avoir ce temps d'échange, tous ensemble et j'ai cru voir, le chat beaucoup s'animer Oui, il y a eu beaucoup de questions, donc en on va vision ouais, parafovéale. ouais. Je vais Donc, bah, déjà un grand merci pour tout ça. Enfin, pour nous, c'est vraiment des questions aussi qui sont centrales, et sur lesquelles, on peut être parfois en difficulté. Donc, ça je pense que ça nous éclaire, ça nous donne des pistes. Alors moi, je voudrais avant qu'on prenne les questions, je voudrais qu'on revienne, enfin, ou je voudrais, préciser 3 points ou mettre en lumière 3 points. Le premier point, c'est que il me semble que le discours que tu as présenté va complètement dans le sens de ce qu'on essaye de porter, nous, dans notre groupe et de ce que les formateurs portent au sein, enfin, auprès des enseignants, c'est-à-dire cette vision de l'enseignement universel, comprendre un cerveau qui apprend, un cerveau qui fonctionne, pour ensuite envisager des stratégies efficaces, enfin disons, oui, des pistes de stratégie, tester l'efficacité de ces stratégies et pouvoir identifier des stratégies plus efficaces que d'autres. Et aussi le point fondamental sur la métacognition, l'importance de la métacognition et de la notion de progrès. Là, tu disais évaluer les progrès. Alors nous, on essaye beaucoup de porter la notion de projet de progrès comme étant un objet co-construit entre l'élève qui va être acteur de ses apprentissages et l'enseignant qui explicite des stratégies, explicite des attendus. Donc ça, c'était mon premier point. Donc la cohérence de ces propositions. Le deuxième point, c'était une remarque question. On parle beaucoup du coup mémoire de travail et fonction exécutive, mais il me semble que ces deux éléments ne s'améliorent pas, ne se travaillent pas. C'est-à-dire que même l'entraînement ne va pas permettre d'améliorer la mémoire de travail ou les fonctions. Alors les fonctions exécutives un petit peu, mais à travers plutôt une approche métacognitive. Donc c'était quel levier on peut avoir sur ces points-là. Et le troisième point, c'est plus un point de vigilance. Donc justement, avec l'idée de prendre en compte la charge sur la mémoire de travail et donc peut-être de diminuer la charge cognitive, on peut jouer sur les textes que l'on écrit. Les enseignants rédigent beaucoup de textes, en particulier dans les disciplines où on a des textes explicatifs à rédiger. Mon point de vigilance serait euh, euh, de ne pas se dire parce que j'ai un public scolaire en difficulté, alors je vais produire des textes très cohérents, très faciles, avec des mots courts, avec voilà. Et du coup, ne pas outiller les stratégies métacognitives de compréhension parce que j'imagine ça sur des élèves de collège qui ensuite se retrouveraient au lycée avec des élèves qui viennent un peu d'ailleurs et qui du coup seraient très en difficulté parce que peut-être n'ayant pas été confrontés à cette difficulté et donc n'auraient pas eu une progressivité dans l'apprentissage de la compréhension. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Voilà, c'était les 3 points que je voulais évoquer avant qu'on passe aux questions des collègues. Ouais, merci. Alors tu me dis si j'arrive pas à répondre enfin si Ouais. j'ai pas forcément tout maintenu en mémoire de travail, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Sur la question de la mémoire de travail, justement, c'est une grosse interrogation. La capacité d'entraînement, elle est discutée, en fait. Elle est discutée parce qu'il y a des travaux qui ont permis de mettre en évidence que, justement, il y avait quand même une certaine possibilité de pouvoir l'entraîner. Pas forcément de façon, drastique, mais Mm. il y a aussi une capacité, enfin, qui pour moi est plus générale, c'est-à-dire qu'on doit jouer sur, la mémoire de travail et la façon dont on peut l'optimiser dans la mesure du possible. Donc ça veut dire, entraîner aussi le système à manipuler, des symboles, à les traiter donc de façon consciente pour pouvoir consolider ce genre d'activité et pouvoir avoir une transposition qui se mette en place sur d'autres domaines. Sur les questions des fonctions exécutives plus largement, on voit aussi qu'on a des progrès qui sont visibles, quand on a un certain type d'entraînement qui se met en place, enfin, quand on voit les performances sur des tâches de Stroop, par exemple, ou des tests de Simon, enfin, des tests qui vont mobiliser un petit peu ce type de connaissances et surtout ce qui nous a un peu, intrigués, c'est le fait qu'on a certains profils, d'élèves qui vont avoir des performances, de meilleures performances que d'autres, sur ce type de fonction, notamment les élèves en situation de bilinguisme. Parce que chez les bilingues, il y a ce travail qui est fait sur justement la gestion des différentes langues qui va nécessiter de mobiliser la capacité d'inhibition, qui va mobiliser la flexibilité mentale. Et même chez les élèves qui sont issus de l'immigration, chez les élèves qui vont être allophones ou issus de minorités, on va retrouver ce bénéfice au niveau des fonctions exécutives.
Donc, ce qui pour nous est un objet d'étude à part entière. Moi, je travaille beaucoup ces Mmh. questions de bilinguisme en lien avec en lien avec la capacité de compréhension. Je mentionnais une étude sur les allophones tout à l'heure. Donc là aussi, ce lien entre fonction exécutive et apprentissage, c'est important qu'on puisse, développer notre compréhension de ces mécanismes et de voir